Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien et vous voyez? Alors pour l'instant, je crois que vous ne voyez pas mon écran, mais vous devriez voir ma webcam. Donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement des différentes façons de financer ses études aux États-Unis. Donc mes diapos sont en anglais, mais par contre, je vais commenter en français. Donc, je représente la commission Fulbright franco-américaine à travers le Centre Éducation USA, qui est un centre d'information générale sur les universités américaines. Notre rôle, en fait, le réseau Education USA est un réseau de conseillers comme moi, affiliés au département d'État américain. Et notre rôle, c'est d'expliquer le système universitaire américain et tout ce qui est procédure de candidature. Donc, en France, le réseau Education USA est représenté par moi-même. Je travaille à la commission Fulbright franco-américaine et également une personne qui est basée à l'ambassade des États-Unis à Paris. Donc, la commission franco-américaine, c'est également un organisme qui est subventionné par les deux gouvernements, le gouvernement français et américain bien sûr, qui, entre autres, gère un programme de bourse qui s'appelle le programme Fulbright. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le programme Fulbright tout à l'heure. Donc, deux missions de la commission, les bourses Fulbright, pour plutôt faire des études de niveau graduate, donc au niveau master, donc master ou la recherche. Donc pour le post-bac, ça ne marche pas. Mais Centre Éducation USA, donc les sources officielles d'information des études supérieures aux États-Unis, les conseillers du réseau Education USA dont je fais partie peuvent tout à fait vous donner d'autres pistes de bourse pour étudier même après le bac. Donc, qu'est-ce que c'est que les bourses Fulbright? Et pour quel type de profil se destinent les bourses Fulbright? Donc, le programme Fulbright est un programme international. Donc, c'est pas que entre la France et les États-Unis, c'est entre les États-Unis et environ 150 pays dans le monde. Et ça a été créé suite à un décret du sénateur Fulbright, donc sénateur James William Fulbright, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a fait voter cette loi, le Fulbright-Hays Act, en 1946, pour utiliser des fonds américains pour financer un programme de bourse entre les États-Unis. Et au départ, c'était avec quelques pays européens et asiatiques. Mais aujourd'hui, ça existe dans à peu près 150 pays dans le monde. Donc, ce sont essentiellement des bourses pour des études de niveau graduate. Donc, graduate, on va voir un schéma tout à l'heure, ça correspond au master ou au doctorat, et c'est aussi pour de la recherche. Donc, ces bourses sont données à la fois à des citoyens américains qui vivent aux États-Unis et qui vont partir dans un pays étranger qui fait partie du partenariat Fulbright, ou pour des étrangers, des ressortissants de chaque pays partenaire qui vont faire un master, un doctorat ou de la recherche aux États-Unis. Donc pour les étudiants internationaux, les bourses, le montant des bourses et les conditions sont très variables et dépendent en fait des accords bilatéraux. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui n'ont pas la nationalité française. Donc, si vous n'êtes pas français, vous ne pouvez pas postuler auprès de la commission franco-américaine à Paris, puisqu'il faut postuler auprès de son pays de nationalité, même si vous résidez en France. Donc,
vous devez vous adresser à la Commission ou éventuellement à l'ambassade des États-Unis dans certains pays. C'est l'ambassade des États-Unis qui gère le programme Fulbright. Donc en France, c'est la Commission franco-américaine qui gère le programme Fulbright. On offre des bourses qui vont de seulement 1 000 $ à plus de 40 000 $. Ça dépend du programme. On a des programmes un petit peu dans tous les, à tout niveau, mais principalement, si vous voulez vraiment aller étudier, c'est pour faire un master ou un doctorat dans l'université de votre choix. Par contre, on a un programme qui s'appelle FLTA, donc ça veut dire Foreign Language Teaching Assistant, qui donne quasiment une bourse complète, mais pour un programme non diplômant. C'est-à-dire vous êtes placé dans une université pendant 1 an, gratuitement, vous suivez 2 cours gratuits, mais en échange, vous allez enseigner le français ou partager la langue et la culture française avec les étudiants américains. Vous êtes logé, nourri, donc c'est une bourse quasi complète pour une année académique. En revanche, pour un diplôme, pour un programme non diplômé. Donc je réponds à Timothée. Oui, vous pouvez tout à fait voir l'enregistrement par la suite. Je suis en train de l'enregistrer. Donc chaque candidat, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit postuler dans son pays de citoyenneté, hein, pas dans son pays de résidence, mais surtout son pays de citoyenneté. Si vous voulez des informations générales sur le système, la bourse Fulbright globale pour tous les étudiants internationaux, vous allez sur le site foreign.fulbrightonline.org. Si vous êtes de nationalité française et que vous êtes en cours de licence ou que vous voulez partir au niveau master ou doctorat aux États-Unis, vous regardez sur notre site. Je ne sais pas si je peux y accéder depuis mon PowerPoint. Donc vous allez ici dans le menu. Alors, par contre là, je suis sur. Vous allez dans le menu Bourse Fulbright et partenaires, les programmes. Donc ici, notamment pour tout ce qui est master et doctorat, vous avez tous les programmes qui sont décrits. Donc on a entre 10 et 12 bourses, entre 6 000 et 45 000 $. Ce qu'il faut savoir surtout pour ce programme en particulier, c'est que vous devez faire vous-même vos candidatures dans les universités de votre choix. Nous, on ne va pas vous placer, dans l'université. Par contre, si vous postulez à l'autre programme, donc le programme d'assistante français, donc là, ça c'est le programme qui est non diplômant. Et là, dans ce cas-là, vous êtes placé dans une université qui demande un assistant de français et vous n'avez pas vraiment le choix de l'institution d'accueil. Voilà. Donc, si vous voulez des infos supplémentaires sur la bourse Fulbright depuis la France, alors sachez que bon, pour la compétition 2020-2021, quel que soit le programme, tout est clos pour commencer en août 2020, mais vous pouvez éventuellement réfléchir longtemps à l'avance. Tous les ans, la compétition ouvre en septembre. Et pour les programmes des assistants et le programme diplômant, la date limite, c'est le 1er décembre. Quasiment tous les ans, c'est le 1er décembre. Voilà pour la bourse Fulbright. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les noter dans la boîte de questions. Donc ici, vous voyez un schéma du système universitaire américain, si vous avez jamais vu. Donc il y a 2 cycles d'études.
Donc le premier cycle undergraduate, c'est là que vous allez préparer entre autres le diplôme qui ressemble un petit peu à notre licence et qui s'appelle un bachelor's degree. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle un community college. C'est un établissement qui va proposer plutôt des cours de niveau Bac+2 qui s'appellent des associate's degree et qui ressemblent un petit peu à nos BTS, DUT, anciens DUG, on va dire. Si vous êtes en licence, donc si vous avez commencé des études supérieures, vous pouvez postuler au niveau graduate. Donc graduate, c'est le deuxième cycle, donc soit pour faire un master, qui sont des programmes qui peuvent durer entre 1 et 3 ans, ça dépend de la discipline, soit pour faire un PhD, ou alors vous commencez par un master et après vous faites un PhD. Donc un PhD, c'est un doctorat. Un doctorat dure en moyenne 5 ans et va, contrairement au système français où vous faites juste de la recherche, un doctorat va comporter quand même des cours et des examens à valider avant d'avoir le statut de doctorant. Il y a 2 cursus qui ne s'abordent qu'au niveau graduate, c'est le droit et la médecine. Donc les écoles de droit et les écoles de médecine ne s'intègrent qu'après un premier cycle de bachelor's degree. Donc beaucoup de Français, par exemple, vont faire d'abord un master en France de droit, par exemple, et vont postuler pour ce qu'on appelle un LLM, donc une année de master de droit américain dans une école de droit américaine. Si vous voulez faire de la médecine, vous pouvez tout faire aux États-Unis, mais c'est un cursus qui est un petit peu fermé par rapport aux étudiants internationaux. Si vous n'avez pas la nationalité américaine, je vous décourage, notamment au niveau des aides financières, il y a vraiment très peu, voire quasiment aucune bourse dans les écoles de médecine pour les étudiants internationaux. Donc, à quoi vous devez penser avant de postuler dans une université américaine? Donc, posez-vous la question, pourquoi je veux faire des études aux États-Unis? Quelles sont les raisons pour lesquelles aller aux États-Unis pourrait être bénéfique pour mon cursus, pour le cursus que j'ai choisi? Ensuite, où est-ce que je vais être le mieux? Donc, quel est l'établissement qui correspond le plus à ma recherche? Donc là, je ne vais pas donner de détails parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sachez qu'il faut quand même faire une recherche assez poussée et pas simplement, par exemple, regarder les classements des universités, pas postuler que dans les 10 que tout le monde connaît, et alors qu'il y a plus de 4500 universités aux États-Unis. Donc, bien passer du temps à trouver l'université qui correspond le plus à ce que vous voulez faire. Donc, effectivement, quelles universités vont correspondre à vos besoins et notamment, est-ce que vous avez besoin d'une aide financière? Donc, à ce moment-là, il faut se renseigner avant même de déposer un dossier. Est-ce que l'université qui vous intéresse propose des aides financières aux étudiants internationaux? Renseignez-vous également sur les différentes dates limites. Donc, vous avez vu par exemple pour Fulbright, c'est 1er décembre. Pour beaucoup d'universités, les plus sélectives vont demander effectivement un dossier autour du 1er décembre, 1er janvier, et il est possible qu'il y ait également une date limite pour les demandes d'aide financière. Donc tout ça, il faut vraiment se renseigner sur et ne pas faire les choses à la dernière minute. Surtout, ne pas attendre d'être admis dans une université pour faire des recherches d'aide financière. Tout ça, il faut le faire avant même de déposer un dossier. Posez-vous aussi la question, j'aurais dû mettre ça au début, où est-ce que vous voulez aller, dans quelle région vous voulez aller aux États-Unis en particulier. Il peut y avoir aussi des considérations matérielles
à choisir une région. Il y a des régions qui coûtent plus cher que d'autres, évidemment. Si vous décidez d'aller dans une université à New York City, ou à Los Angeles, ou à San Francisco, le coût de la vie est beaucoup plus élevé dans ces grandes villes que si vous allez plutôt, par exemple, dans le sud des États-Unis ou dans le Midwest. Donc, combien ça coûte? Donc, le coût varie énormément d'une université à l'autre. Le moins cher va se trouver, alors là je parle que des frais de scolarité, donc les frais de scolarité ça s'appelle tuition, pardon. Donc dans un community college, ce sont les frais de scolarité les plus bas, donc il faut compter autour de 7 000 $ l'année. Il y a des endroits où ça coûte moins cher, d'autres endroits où ça peut être plutôt 10 000. Quand on parle maintenant de la Floride ou la Californie, beaucoup de community college qui recrutent beaucoup d'étudiants internationaux ont augmenté leurs frais de scolarité. Aujourd'hui, ça s'avoisine plus à 10 000 $, juste pour les frais de scolarité. Quand on parle plutôt d'universités publiques, ça va être entre 12 000 $. Par exemple, je pense que les City University of New York ont des frais de scolarité qui doivent être de minimum 12 000 $ l'année pour les non-résidents, et ça peut aller jusqu'à 30 000, voire beaucoup plus que 30 000 pour certaines universités publiques assez réputées, comme par exemple les Universities of California. Quand vous pensez à UC Berkeley ou UCLA, les frais de scolarité ne sont en fait pas très loin de 40 000 $ pour les non-résidents. Quand je parle de non-résidents, ça veut dire quoi? Les universités publiques, alors ce n'est pas vraiment des universités publiques, on va plutôt appeler ça des state universities, donc qui sont subventionnées par l'État et en fait par les impôts des résidents de l'État. Donc les résidents de l'État, qui sont généralement des Américains et qui vivent dans l'État en question depuis plusieurs années, qui ont payé des impôts, sont prioritaires au niveau de l'admission et après on va voir au niveau des bourses, et payent beaucoup moins cher les frais de scolarité. Donc souvent, un résident d'un État peut payer 3 fois moins cher qu'un non-résident. Donc les prix que j'affiche là, c'est pour les étudiants non résidents et en particulier pour les étudiants internationaux. Ensuite, les universités privées, alors là par contre, ne sont pas subventionnées par l'État. Donc les prix sont les mêmes pour tout le monde, minimum 25 000 $ de frais de scolarité par an, jusqu'à 50 000, voire un petit peu plus. Le plus cher, ça va être dans les écoles de médecine ou dans les programmes de MBA, par exemple, les Master of Business Administration. Il n'est pas rare de voir des frais de scolarité qui vont au-delà de 70 000 $ par an pour une année d'école de médecine. Alors, donc, pour les tuitions, c'est les frais de scolarité, mais souvent, on vous parle de tuition and fees, donc ce sont des frais annexes, et ça comprend également un certain nombre de services, comme par exemple counseling, donc le conseil, par exemple la salle de sport, il y a toujours une énorme salle de sport dans les universités, toutes les infrastructures qui sont pour les étudiants, donc la bibliothèque ou les bibliothèques, tous les espaces qui sont construits pour les étudiants, on appelle les student centers par exemple, les clubs, les activités, etc. En revanche, cela n'inclut pas les frais de logement et de nourriture. Donc, les frais de logement, par exemple, donc beaucoup d'universités proposent un logement sur campus, sauf les community colleges. La plupart des community colleges n'ont pas de résidence universitaire, donc il faudra trouver sans doute un logement en ville, en colocation ou peut-être en famille d'accueil. Donc le coût des logements sur campus sont très très variables. C'est pas forcément moins cher
qu'un logement en colocation dans la ville. Donc, il faut se renseigner, voir combien ça coûte. Mais c'est vrai que généralement, quand on sort du lycée, c'est plutôt mieux d'aller sur le campus, d'aller vivre sur le campus parce que voilà, il y a la cafétéria, vous avez accès, vous n'avez pas besoin de faire la cuisine, vous êtes quand même pas mal encadré, pardon. Vous logez avec d'autres étudiants, il y a vraiment une vie sociale assez effervescente, beaucoup d'activités, voilà, puis vous n'êtes pas très loin des salles de classe, donc c'est plutôt pratique, mais c'est pas forcément moins cher. Ensuite, le coût du transport. Donc, il y a des collèges, enfin des universités qui se trouvent dans des petites villes où il n'y a pas forcément besoin d'avoir une voiture, sauf si vous voulez sortir du campus, aller visiter, etc. Mais souvent, voilà, tout est sur le campus, donc il n'y a pas forcément besoin de tout le temps aller faire ses courses en dehors du campus. Mais c'est vrai que beaucoup d'étudiants américains, peut-être pas les premières années, mais vont finir par s'acheter une voiture parce que les transports sont pas toujours très pratiques et fréquents aux États-Unis. Donc peut-être qu'il faudra prévoir les frais de l'achat d'une voiture. En revanche, passer son permis aux États-Unis, c'est très facile et pas très cher, beaucoup moins cher qu'en France. Tout ce qui est books and supplies, donc les livres, le matériel scolaire, hein, c'est très cher aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Ça correspond souvent à un budget de 1000–2000 dollars pour l'année. Surtout si vous faites des études scientifiques, il faut prévoir un budget assez important. Alors le coût de la vie, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc le coût de la vie, c'est pouvoir manger, s'habiller, etc., les frais divers de la vie quotidienne. Dans les grandes villes, évidemment, c'est beaucoup plus cher que dans les petites villes. Mais dans les petites villes, il peut y avoir des coûts supplémentaires, donc notamment au niveau des transports. Dans une grande ville comme New York ou San Francisco, vous avez le métro, donc vous n'avez pas forcément besoin d'acheter une voiture. Si vous êtes par contre en banlieue de Los Angeles ou en plein milieu du Midwest, il est possible que vous ayez à prévoir des frais de l'achat d'une voiture. Alors du coup, maintenant on sait plus ou moins combien ça coûte. Comment on fait quelles sont les bourses qui sont proposées aux étudiants internationaux? Alors, toutes les universités américaines ont au moins des bourses de mérite, donc ce qu'ils appellent les Merit Scholarships, donc des bourses qui sont basées sur le mérite académique, donc les notes que vous avez obtenues les dernières années de vos études en France, à la fois si vous êtes lycéen, donc si vous êtes lycéen, c'est depuis la 3e, si vous êtes étudiant, c'est depuis la première année d'études supérieures. Donc ces bourses de mérite, quelquefois, il suffit de faire un dossier de candidature pour pouvoir y prétendre. Il faut souvent aussi passer des tests d'admission comme le SAT. Ils peuvent se baser sur les scores au SAT ou au ACT ou quelquefois même peut-être au TOEFL. Et puis, il y a quelques universités aussi qui ont des bourses qui sont proposées par des fondations partenaires. Et ces fondations recherchent un profil particulier et veulent peut-être une lettre de motivation supplémentaire pour pouvoir obtenir ces bourses. Selon les universités, les montants sont extrêmement variables. Ça peut être 1000 dollars, 2000 dollars. Ça peut être, quelquefois j'ai vu des 40 000 dollars, 45 000 dollars. Donc ça peut être des bourses assez intéressantes. Donc si vous voyez effectivement des frais de scolarité qui sont vraiment très élevés, il ne faut pas forcément vous dire que vous allez devoir payer tout ça. Vous allez peut-être recevoir une bourse qui va vous permettre
de ne payer que 75% ou 50% des frais de scolarité. Donc, renseignez-vous sur chaque site d'université. Vous avez énormément d'informations sur les bourses. Même les Américains cherchent eux-mêmes des bourses. Voilà. Donc, les bourses de mérite, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les étudiants internationaux. Mais disons que les étudiants américains, eux, ont accès aux bourses fédérales et aux bourses de l'État. Alors que les étudiants internationaux, eux, n'ont accès que aux bourses qui sont basées sur le mérite académique. En général, on ne va pas regarder tout de suite, en tout cas, vos besoins financiers. Ensuite, il y a les bourses athlétiques. Alors ça, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, ça s'adresse uniquement aux personnes qui veulent faire un bachelor's degree aux États-Unis. Donc, ça marche très, très peu pour le niveau master et encore moins pour le niveau doctorat. Disons qu'au niveau master, ça peut aller pour quelqu'un qui veut faire, qui veut être coach, par exemple. Donc, il va peut-être être assistant coach, il va aider l'entraîneur de l'équipe et du coup, ce ne sera pas vraiment une bourse athlétique, en fait, ce sera plutôt un poste d'assistant. Mais les bourses athlétiques, donc ça s'adresse à des jeunes lycéens qui sont athlètes de haut niveau et qui sont recrutés par des coachs américains. Donc en échange de faire gagner, de contribuer à faire gagner l'équipe de l'université, l'université s'engage à lui payer une partie de ses frais de scolarité ou en tout cas peut lui exempter d'une grosse partie des frais de scolarité. On va un petit peu parler des bourses athlétiques un tout petit peu plus après. Il va y avoir d'ailleurs un webinaire par nos collègues allemands qui aura lieu, je crois, le 11 février spécifiquement pour les bourses athlétiques. Si vous voulez... Alors, donc, évidemment, il y a les bourses Fulbright, donc j'en ai parlé au début de ce webinaire. Et puis, vous pouvez regarder sur la page du réseau Education USA qui met à jour régulièrement des offres de bourses spécifiquement pour les étudiants internationaux. Donc là, vous pouvez chercher, par exemple, par niveau, si vous voulez une bourse pour un bachelor's degree, undergraduate, bachelor's, et vous disent, voilà, cette université, Winona State, elle propose aux étudiants internationaux de ne payer que les frais de résident. Hein, donc, in-state tuition. Donc là, Ramapo Presidential Full Tuition and Fees, ça veut dire que si vous êtes sélectionné par cette bourse, vous ne payez pas du tout les frais de scolarité, vous aurez juste à payer les frais de logement et nourriture. Voilà, donc ce sont vraiment des bourses qui sont plutôt destinées principalement aux étudiants internationaux. Alors, c'est plutôt les programmes de 4 ans, mais il y a quelques community colleges quand même qui peuvent donner des bourses aux étudiants internationaux. Vous pouvez aussi chercher par État. Donc, vous voyez par exemple les universités en Californie qui donnent des bourses. Voilà. Ça peut être aussi des fondations. C'est plutôt vraiment pour aller dans une université en particulier. Voilà, ça peut être aussi par rapport à votre nationalité. Alors, je doute qu'il y ait quelque chose de spécifique. Oh, on peut peut-être regarder. Qu'est-ce qui est spécifique à la France? Bah, il y a le programme Fulbright. Alors ça, c'est moi qui l'ai rajouté en fait. Oui, en fait, tout ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc, ce ne sont pas des bourses spécifiques pour des Français dans une université en particulier. C'est vraiment les bourses qui sont proposées pour les personnes de nationalité française. Donc, n'hésitez pas à regarder régulièrement sur ce site. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je n'ai pas mis, mais je vais rajouter dans les propositions de bourse. Vous avez une campagne
qui s'appelle You Are Welcome Here. Donc, c'est une campagne de recrutement des étudiants internationaux pour leur dire qu'ils sont les bienvenus aux États-Unis. Et il y a, donc je ne sais plus, voilà, il y a 400 institutions américaines qui participent à cette campagne qui montre que les étudiants internationaux sont tout à fait les bienvenus dans les universités américaines. Et il y a des bourses qui sont proposées. Donc, voilà. Donc, parmi les universités qui participent, ils donnent un minimum de 50% d'exemption des frais de scolarité à des étudiants internationaux. Donc, chaque collège participant donne 2 bourses annuelles renouvelables qui couvrent la moitié des frais de scolarité. Donc, ça ne paraît pas beaucoup par université, mais je pense qu'il y en a quand même une cinquantaine, même plus, qui en font partie. Donc, on peut regarder voilà, la liste de toutes les universités qui peuvent donner jusqu'à même minimum 50% de frais de scolarité en moins à des étudiants internationaux. Donc, pour y participer, déjà, il faut faire un dossier de candidature. Et en fait, il faut que vous regardiez sur ce site pour vraiment savoir s'il y a quelque chose de supplémentaire à faire pour pouvoir prétendre à ces bourses. Parce que ce site, en fait, est plutôt fait pour les institutions elles-mêmes, mais vous pouvez voir donc la liste des universités qui proposent ces bourses. Ce sont des bourses de mérite, hein, donc c'est vraiment basé sur les aides financières. Donc, proposition particulière pour les personnes de nationalité française. Donc, il y a un organisme qui s'appelle Florida Friends Linkage Institute qui permet à 25 étudiants de nationalité française qui ont été admis dans une université d'État de Floride d'être considérés comme des résidents de Floride, c'est-à-dire au lieu de payer ce qu'on appelle les out-of-state tuition, vous payez les in-state. Et en fait, souvent, ça peut diviser la note par 3. Donc ça, c'est effectivement que pour les universités d'État. Mais vous avez quand même une liste assez impressionnante. Donc, vous avez toutes les universités four-year public universities, donc il y a des très très bonnes facs voilà, qui sont dans la liste. Vous avez aussi les community college de l'État de Floride. Par contre, ça ne marche pas évidemment dans les universités privées comme par exemple University of Miami ou Stetson, etc. Donc, si vous êtes intéressé par la Floride, pensez à ce système. Donc, par exemple, Florida State, pour un non-résident, normalement, les frais sont de plus de 18 000 $. Pour un résident, ça tourne autour de 6 000. Donc, c'est plutôt pas mal au niveau des avantages. Voilà. Donc ça, c'est pour la Floride. Alors, quelques conseils pour postuler pour les bourses de mérite. Donc, généralement, les bourses de mérite, ce sont des bourses qui ne sont pas basées sur vos besoins financiers. Donc, au moment où vous allez faire votre demande de candidature, on ne va pas vous demander quels sont les revenus de vos parents. Ça, normalement, on vous le demande plutôt à la fin, une fois que vous êtes sélectionné. Généralement, ce sont plutôt des écoles assez sélectives qui utilisent le système Need Blind Admission.
Si votre dossier de candidature n'est pas extraordinaire, si vous n'êtes pas premier de la classe depuis la troisième, par exemple, si vous n'avez pas fait beaucoup d'activités extrascolaires, si votre anglais n'est pas quasiment comme une personne bilingue, je vous décourage de postuler pour les Ivy Leagues. Donc les Ivy Leagues, c'est Harvard, Columbia, Cornell, UPenn, Dartmouth, etc. Donc ces écoles ont des très bonnes aides financières, mais d'abord, il faut pouvoir se faire admettre. Et puis, c'est extrêmement compétitif puisque tout le monde postule dans ces universités-là. Donc, évitez, si vous n'avez pas un dossier excellentissime et que vous cherchez une bourse, évitez les Ivy Leagues et évitez également les écoles qui se trouvent dans les endroits où tous les Français veulent postuler, c'est-à-dire New York City ou Los Angeles. Parce que là, vous allez être en compétition avec tous les étudiants internationaux du monde entier qui ont souvent des dossiers vraiment très, très élevés, enfin des notes excellentes. Et puis aussi des scores au SAT, un très bon niveau d'anglais. Donc beaucoup d'écoles, par contre, qui se trouvent dans des endroits où personne pense aller, donc Midwest, un petit peu en dehors des grandes villes, dans le sud des États-Unis, proposent des bourses très intéressantes aux étudiants internationaux parce qu'ils recherchent de la diversité. Donc, j'ai parlé des bourses You Are Welcome Here. C'est vrai que quand vous regardez la liste des universités, alors j'en ai vu quand même en Californie, mais la plupart des écoles qui participent sont plutôt dans le Midwest. Alors, où est-ce que j'ai vu la liste des écoles? Plutôt dans le Midwest, plutôt dans le sud. Bon, voilà, Michigan, Minneapolis, Indiana. Il y en a quand même un peu en Californie, Minnesota. Voilà, donc il y a un mélange quand même. Mais c'est vrai que la majorité, c'est plutôt en dehors des grands centres urbains. Donc ça peut être une stratégie. Si je veux absolument avoir une bourse dans une bonne école, il y a des très 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 bonnes écoles. Aussi dans le Midwest, les bonnes écoles ne sont pas que dans le Nord-Est ou à New York ou à Los Angeles. Il peut y avoir des très bonnes écoles qui vont vous proposer des bourses très intéressantes simplement parce que vous êtes un étudiant international et quelquefois vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un dossier excellentissime pour pouvoir prétendre à ces bourses. Aussi, pour ceux qui sont athlètes de haut niveau, si vous n'avez pas forcément envie de passer par toutes les étapes d'obtention de la bourse athlétique, alors je vais en parler très rapidement tout à l'heure, il y a quand même des procédures un peu compliquées. Vous avez ce qu'on appelle des Division III Schools, donc ces écoles-là ont des bonnes équipes sportives, mais elles ne donnent pas de bourse athlétique officielle. En revanche, elles ont de bonnes niveau académique et elles recherchent des bons étudiants qui sont en même temps des bons athlètes. Et du coup, on peut obtenir de très bonnes bourses dans ces écoles-là grâce quand on est à la fois un bon étudiant et un bon athlète, sans pour autant être un athlète de très 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 haut niveau. Alors, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de bourses aussi qui sont proposées donc, par des organismes privés, des organisations, des fondations, etc. Donc, faites attention aux deadlines, aux conditions requises. Quelquefois, c'est des fondations qui recherchent un profil en particulier, par exemple, je ne sais pas, un étudiant international qui vient d'un pays bien précis. Ou alors, ça peut être des bourses par exemple, pour des jeunes femmes ou pour des minorités, etc.
On peut vous demander d'écrire un essai supplémentaire, donc il faut être prêt à écrire sur beaucoup de sujets différents. Alors là, c'est mon ancienne stagiaire américaine qui a indiqué d'autres sites internet où on peut trouver des bourses privées, donc private scholarships, donc ce ne sont pas des bourses du gouvernement américain, donc capex.com. Il y a aussi IEFA, ça c'est spécifiquement pour les étudiants internationaux, et aussi internationalscholarships.com. Alors, comment est-ce que j'obtiens une bourse athlétique? Donc, il y a 24 sports pour lesquels on peut obtenir une bourse athlétique. Donc, les sports qui marchent bien pour les Français, enfin, pour lesquels pas mal de Français ont eu des bourses, c'est le tennis, la natation, le golf. J'ai vu même de basket, hein, même si c'est très compétitif aux États-Unis, il y a quand même des basketteurs français qui ont réussi à obtenir des bourses. Alors évidemment, le football européen, donc le soccer, il y a beaucoup de Français qui ont réussi à avoir des bourses à ce niveau-là. C'est à la fois pour les filles et les garçons. Hein. Les universités sont obligées de donner autant de bourses aux filles et aux garçons, de bourses athlétiques. Donc, vous devez, avant d'obtenir cette bourse, vous devez être recruté par l'entraîneur de l'équipe de l'université américaine. Hein, donc, il faut d'abord envoyer votre profil, un peu votre CV, peut-être des vidéos à différents entraîneurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre quand même un petit peu de temps à l'avance. Si vous êtes en terminale, ça risque de faire un petit peu tard. Hein, pour faire tout ça, il faut plutôt le faire, je dirais, début première, par exemple, au grand maximum. Donc, ce sont des bourses qui peuvent être des petites bourses de 1 000 $ et ça peut aller même jusqu'à ce qu'on appelle full ride, c'est-à-dire bourse quasi complète qui couvre à la fois les frais de scolarité mais également le frais de logement et de nourriture. Donc ça, c'est plutôt les équipes de division 1 qui donnent ce type de bourse, mais il faut être vraiment athlète de très haut niveau. Les procédures doivent, comme je viens de le dire, commencer très longtemps à l'avance. Je dirais qu'il faut commencer un petit peu à se renseigner, à prospecter à partir de la seconde. Ce sont des bourses annuelles qui sont renouvelables si l'athlète continue à correspondre aux critères. Donc, il y a certains sports où il y a des critères d'âge, s'il a toujours le même niveau de compétition et aussi s'il maintient un certain niveau académique. Donc là, c'était mon ancienne stagiaire qui avait trouvé ce site internet qui pourrait vous intéresser. Donc ici, on a également des statistiques. Donc c'est la NCA, l'association sportive la plus connue et la plus compétitive, qui va donner le plus de bourses. Il y a 3 divisions. Il y a la division 1 qui peut donner jusqu'à 100% des besoins des athlètes. Mais il faut être vraiment sportif de très très haut niveau. La division 2, il faut être sportif de haut niveau, mais on peut voilà, être un petit peu moins compétitif que pour la division 1. Par contre, les bourses vont jusqu'à 70% en général. Et j'ai parlé tout à l'heure de la division 3 qui ne donne pas de bourse athlétique officielle, mais qui peuvent donner des bourses de mérite grâce à vos compétences sportives et qui ont des bonnes équipes athlétiques. Ce sont souvent des petites écoles privées qui ont leur propre budget de bourse et qui vous demandent pas, par exemple, de faire toutes les procédures pour la division 1 et 2. Et puis, il y a une autre association un peu moins connue, mais qui peut aussi donner pas mal de bourses, qui s'appelle la NAIA. Les écoles sont moins connues, les équipes aussi un peu moins connues, les bourses moins importantes, mais c'est beaucoup plus accessible pour les étudiants internationaux. Donc, éventuellement, NAIA, ça peut être ce qu'on appelle des backup schools pour quand vous faites le choix de vos universités.
Alors, donc les bourses athlétiques, j'ai vraiment été très vite parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup plus d'infos là-dessus, mais je vous dis, il y aura un webinar le 11 février. Si vous êtes inscrit à notre newsletter, vous aurez un petit peu plus d'informations à ce sujet. Donc, comment est-ce que je sais si je peux me permettre d'aller étudier aux États-Unis? Donc, il faut discuter avec vos parents jusqu'à combien vous pouvez financer une année d'études aux États-Unis. Vous avez des moyens de réduire les coûts. Donc, les universités publiques sont généralement moins chères que les privées, mais en sachant quand même que les privés ont beaucoup plus de bourses pour les étudiants internationaux. Faites en sorte aussi de postuler dans les universités qui se trouvent dans des régions qui sont moins onéreuses. Et puis pensez éventuellement au community college. Vous pouvez faire, si vous êtes lycéen, vous pouvez faire les 2 premières années de votre bachelor's degree en community college, ce qui vous coûtera souvent 5 fois moins cher qu'à l'université. Alors, avec le visa, donc si vous êtes étudiant international, vous allez devoir faire une demande de visa. Donc ça, c'est la fin, c'est une fois que vous êtes admis dans une université. Donc vous aurez soit un visa F1 ou M1. Donc généralement, quand vous allez faire par exemple toutes vos études aux États-Unis, vous allez avoir le visa F. Et pour avoir ce visa, l'université va vous demander ce qu'on appelle une financial certification, c'est-à-dire une preuve que vous avez de quoi financer au moins un an d'études. C'est pour ça qu'avant même de faire les dossiers de candidature, il faut absolument faire votre budget et vous demander si vous avez les moyens et si vous pouvez prétendre à des bourses. Parce que si vous faites ça et que finalement vous avez postulé pour une université qui de toute façon ne vous aurait jamais donné de bourse, eh bien, vous n'aurez jamais le visa puisqu'il faut prouver avant de partir que vous avez les moyens financiers de pouvoir couvrir au moins une année d'études. Avec le visa F, vous avez le droit de travailler, mais uniquement sur le campus et pour un maximum de 20 heures par semaine. Et ça ne couvrira pas vos frais de scolarité, ça sera surtout pour vos loisirs, par exemple. Vous avez des possibilités de faire des stages, mais qui ne sont pas forcément rémunérés. Donc, le premier CPT, Curricular Practical Training, c'est la possibilité de faire un stage pendant vos études. En fait, c'est comme une sorte de stage pour pratique qui permettent de mettre en pratique ce que vous apprenez à l'université. La plupart du temps, ce sont des stages qui ne sont pas rémunérés. Par contre, vous avez OPT, Optional Practical Training. Ça, c'est un stage que vous pouvez faire à la fin de vos études, quel que soit votre niveau. Donc, vous pouvez le faire après 2 ans de community college, vous pouvez le faire après bachelor's degree, vous pouvez le faire après un master, etc. Donc, c'est au minimum 12 mois de stage. Donc, 12 mois de stage pour tous ceux qui ont un visa F. Et là, ça peut éventuellement être rémunéré. Il n'y a pas forcément de règles, mais si vous restez vraiment 12 mois, je pense qu'il y a pas mal d'employeurs américains qui sont prêts à vous rémunérer. Sachez que pour les personnes, les étudiants qui sont dans les STEM, c'est-à-dire sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, le stage OPT peut aller jusqu'à 3 ans. Et là, c'est vrai que ce sont vraiment des vrais stages, enfin, c'est-à-dire des vrais emplois. Ça ne va pas être des stages d'observation, hein, où vous avez vraiment toutes les chances d'être rémunéré. Alors, est-ce qu'on peut faire des prêts? Donc, c'est souvent comme ça que la plupart des étudiants américains payent leurs études et ils font des prêts qui sont souvent avec des taux fixés par le gouvernement ou par l'État. Malheureusement, les étudiants internationaux ne sont pas éligibles au système de prêts ou de bourses qui sont proposés par le gouvernement fédéral.
Donc, par exemple, quand vous voyez sur les sites internet Pell Grant, Stafford Loan, Plus Loan, Federal Work Study, tout ça, c'est uniquement si vous êtes citoyen américain ou permanent resident, donc résident permanent si vous avez par exemple la carte verte. Mais si vous avez le visa F, vous n'avez pas le droit à ces bourses. Vous pouvez demander à une banque, mais si c'est une banque américaine, normalement, il vous faut la co-signature d'un citoyen américain. Il est très rare qu'une banque américaine puisse vous octroyer un prêt si vous n'avez pas la nationalité américaine. Donc là, du coup, il faut s'adresser aux banques françaises pour obtenir des prêts. Il y a beaucoup de banques françaises qui proposent des prêts étudiants. Alors, je dirais qu'on n'a pas parlé d'une autre solution que beaucoup de Français utilisent pour réduire le coût d'une année d'études aux États-Unis, c'est partir dans le cadre d'un échange universitaire. Et là, du coup, ça sera généralement avec un visa J1, qui est un visa d'échange. Et si c'est un vrai échange universitaire, ça veut dire que vous échangez votre place avec un étudiant américain ou une étudiante américaine pendant 6 mois, 1 an. Par contre, ce n'est pas pour la préparation d'un diplôme. Là, c'est vraiment pendant votre cursus français. Donc, vous allez payer vos frais de scolarité en France, dans votre université française. L'étudiant ou l'étudiante américaine paye dans son université aux États-Unis et du coup, vous échangez votre place. Après, il faut souvent prévoir les frais de scolarité, les frais pardon, de logement et de nourriture, mais vous êtes exempté généralement de quasiment tous les frais de scolarité de l'université partenaire. Donc, pour prétendre aux échanges universitaires, il faut que vous soyez inscrit dans une université ou une école en France qui a des partenariats, des échanges avec une université américaine. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions? Aucune question? Ok, bon, bah, si vous n'avez aucune question, je vous invite à aller donc consulter notre site internet fulbright-france.org pour en savoir plus. Vous avez à la fois des informations donc, sur les bourses Fulbright, mais vous avez également des informations générales sur les études supérieures aux États-Unis, par exemple les études aux USA. Regardez le système universitaire, procédure d'admission, financez votre séjour. Vous avez ici plein d'informations utiles à tout niveau. Si vous voulez, par exemple, une information individualisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je reçois du mardi au vendredi entre 10h et 17h. En revanche, il y a des frais pour ça. Il faut prévoir à peu près 25 € pour une consultation de 45 minutes. Si vous n'habitez pas Paris, c'est pas grave, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. En revanche, il faut que vous soyez basé en France. Si vous n'êtes pas basé en France, il faut que vous preniez rendez-vous avec le centre éducation USA le plus proche de chez vous. Donc, je vous montre où vous pouvez trouver tous les centres éducation USA du monde entier. Vous cliquez sur Find an Advising Center
Et là, vous mettez le pays d'où vous venez et vous trouverez, par exemple, je fais Algérie. Et là, vous trouvez la liste des centres éducation USA. Vous pouvez avoir plus d'informations. C'est normalement tous les conseillers du réseau Education USA ont les mêmes infos et peuvent vous donner des infos personnalisées par rapport à votre nationalité, etc. Merci de votre attention et à bientôt.